bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier nos amis qui ont fait l'effort de venir partager avec nous ce moment, qui sont venus du Sénégal, d'Algérie, d'Europe, et qui, au-delà de ce moment, toute l'année, nous aident avec leur expertise et leur temps et nous permettent de faire les projets qu'on va partager avec vous ensemble. Donc merci à tous. Il y a l'année dernière, on avait lancé la journée de l'innovation à Rabat autour du thème de la santé. Et on l'avait fait parce qu'on avait constaté qu'il y avait une accélération très forte de l'innovation dans ce domaine-là dans le monde. Il y avait des gens comme Google, comme d'autres, qui étaient très très innovants. Et on s'était dit qu'on avait une responsabilité, entre guillemets, historique, qu'on ne pouvait pas simplement regarder ces gens-là faire des choses fabuleuses et nous rester les bras croisés à être des spectateurs de tout ça. On avait partagé la vision de là où on était et à partir de là, on avait lancé un certain nombre de projets. Quand on avait lancé ça ici à Rabat, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient très sceptiques à la fois sur ce que pouvaient apporter ces évolutions-là, et très sceptiques sur les changements que ça pouvait apporter et sur les bénéfices que ça apporte aux patients. Donc on va faire le point pour voir si ce scepticisme était justifié ou si finalement les choses ont été beaucoup plus vite qu'on l'imaginait. Avec un an de recul par rapport à ce qu'on imaginait il y a un an, regarder aujourd'hui la réalité, se projeter et se dire est-ce que finalement ce qu'on disait il y a un an c'était une utopie, ou est-ce que finalement on est en face d'une accélération foudroyante qui est en train de transformer radicalement le monde et notamment la santé. Et on pense que la santé c'est un secteur plus difficile à transformer parce qu'on touche à quelque chose d'extrêmement complexe qui est le vivant, mais on va voir que même un secteur aussi compliqué que le vivant et aussi sophistiqué est aujourd'hui dans les prémices d'un changement profond. Alors il y a un an, la première chose qu'on avait présentée, dont on avait parlé, c'était la capacité à faire des diagnostics à distance et d'offrir une valeur ajoutée aux patients en leur offrant la possibilité, depuis leur smartphone, depuis chez eux, de les aider dans leur quête d'avoir un diagnostic par rapport à leur situation, par rapport à leur maladie. On ne savait pas, pour être très franc avec vous, on ne savait pas si ce procédé-là allait vraiment donner des résultats et allait vraiment rendre service à des gens s'il y avait vraiment une valeur ajoutée là-dedans. Et un certain nombre de médecins nous avaient posé des questions justes, des questions raisonnables, sur la pertinence, sur le business model, parce que bien une partie de ces diagnostics était gratuite, sur des questions légitimes qui sont des questions qu'on a à chaque fois qu'on fait de l'innovation. Et bien un an après, c'est intéressant de faire le point pour voir si finalement on avait été, entre guillemets, pas assez entreprenant, on aurait pu imaginer plus de choses, et si la réalité nous dépasse, ou bien si finalement on avait été trop optimiste. Donc tout à l'heure, on aura un de nos intervenants qui partagera avec nous l'expérience autour de Second Avis, sur ce que ça apporte aux patients. Et puis on va regarder, je dirais, l'actualité de ce qui s'est passé depuis un an. Alors j'ai pris quelques événements, une dizaine, qui sont représentatifs de ces évolutions dont on est en train de parler. Donc on parlait de diagnostic à distance, et bien la réalité, en fait, elle dépasse très largement ce qu'on avait imaginé. Si je prends l'exemple de cette expérience-là, fondée par le docteur Ali Parsa, lui va beaucoup plus loin que ce qu'on avait imaginé, parce qu'il imagine à terme un remplacement des médecins généralistes par de l'intelligence artificielle et de la data. Alors vous me direz, diagnostic complet, ça paraît là aussi peut-être un peu utopiste. Est-ce qu'on arrivera à donner des diagnostics aussi fins, aussi forts que ceux que fait un médecin? Et bien là-dessus aussi, on a la réponse dans l'actualité de cette année, à travers une étude qui a été publiée dans Nature, donc une étude très sérieuse sur le plan scientifique, qui s'est focalisée sur un sujet, qui est la détection
des cancers de la peau, des cancers qui touchent 2 à 3 millions de personnes. Eh bien, dans cette étude-là, on a pris les algorithmes de l'intelligence artificielle qui sont disponibles, de Google, de Deep Learning. On leur a fait apprendre sur à peu près 129 000 images à distinguer différents types de maladies et à distinguer notamment des cancers. Et puis ensuite, on a fait tourner ces algorithmes sur un certain nombre d'images et puis on a comparé par rapport au diagnostic que font les dermatologues et que font les experts. Eh bien, le résultat, alors qu'on est au tout début de cette évolution, c'est que les algorithmes donnent un diagnostic aussi bon, voire parfois meilleur, que celui qui avait été fait par les spécialistes. Donc c'est une vraie révolution. Pour moi, c'est une révolution majeure qui est en train de se produire, parce que d'une part, on est au tout début de ces mécanismes-là qui vont prendre une puissance colossale avec le temps, et puis parce que ça ouvre des perspectives qu'on n'imaginait pas il y a encore un an. Donc par rapport à ce qu'on imaginait il y a un an, les choses ont été beaucoup plus vite. Alors est-ce que ces algorithmes et cette sophistication technologique va remplacer complètement, je dirais, les médecins? Là aussi, on a des expériences et là aussi, on a des avis. On a constaté que la meilleure performance, le meilleur résultat, c'est quand on combinait ces outils extrêmement puissants, sophistiqués, avec de l'intelligence humaine. Ce n'est pas l'intelligence artificielle contre l'intelligence humaine, c'est la combinaison des deux. Vous l'avez compris, c'est la puissance de ces innovations qui sont vraiment des révolutions de l'intelligence artificielle. Elle ne vient pas des algorithmes, puisque les algorithmes sont disponibles sur Internet. Vous pouvez les trouver, ils sont en open source. Donc si quelque chose est disponible sur Internet, c'est que ça n'a pas une grande valeur. Sinon, Google et Facebook et Microsoft et Amazon et compagnie ne mettraient pas ces algorithmes-là gratuitement à la disposition de tout le monde. S'ils mettent ces éléments gratuitement à la disposition de tout le monde, parce que ce qui a de la valeur et ce qui va changer profondément les modèles économiques du futur, ce ne sont pas les algorithmes, c'est la data, ce sont les données. Et là, un événement que j'ai choisi aussi pour représenter cette évolution d'un généticien qui dit « La médecine deviendra une science guidée par les données, elle deviendra une science guidée par la data ». Et c'est là où on aura une révolution aussi des diagnostics, parce que la data, et notamment la data qui permet de suivre les patients tout au long de leur vie, avec une quantité de données incroyable, cette data-là, elle va primer dans la capacité à anticiper un certain nombre de maladies et à offrir des diagnostics intéressants et à participer à la prévention. Alors, la data est tellement importante, on comprend pourquoi Google, qui est au cœur de ces mutations-là, a secrètement noué un accord avec des hôpitaux britanniques en vue de récupérer de la data de millions de personnes. Donc si Google a fait ça, c'est parce qu'ils se rendent compte que l'or des modèles économiques du futur, il est là, il est dans la data. C'est cette mutation-là qui est très forte et très importante. Et ça m'amène à parler de Grail, une start-up très peu connue, je pense que très peu de vous la connaissent. C'est une start-up qui vient de lever près de $1 milliard. Donc si une start-up arrive à lever 900 millions de dollars, c'est qu'elle a quelque chose de très spécial. Et cette start-up, pour les spécialistes, ça pourrait être le futur Google de la santé. C'est-à-dire que ça pourrait être l'acteur dominant autour du qui tout tourne. Parce qu'il va maîtriser quelque chose de puissant qui va le mettre en position de force par rapport à tous les autres, c'est les données. Donc Grail, que fait Grail? Grail essaye de faire une compilation entre des gènes d'un côté et des maladies de l'autre sur la base d'essais cliniques à très grande échelle. Les essais cliniques qui sont imaginés sont de l'ordre de 100 000 personnes. Et ces 100 000 personnes, c'est pour démarrer. Parce qu'ensuite, eh bien sûr, ce genre de test où on vous prédit vos maladies futures simplement avec une goutte de sang, parce que c'est ça l'objectif, c'est prédire les maladies et donner des orientations pour la prévention uniquement à travers une goutte de sang, eh bien, à partir du moment où on vous rend ce service, eh bien, vous accepterez que vos données soient dans le système. Et à partir du moment où Grail accumulera de plus en plus de données, ben, il deviendra comme Facebook ou comme WhatsApp ou comme Google,
il y aura des millions et des millions, voire des centaines de millions de données. Et imaginez une société qui arrive à avoir des centaines de millions de données là-dessus, eh bien, elle est dans une position de monopole très forte et dans une monopole incontournable. Et Grail n'est pas n'importe qui. Parmi les investisseurs, on trouve des gens comme Bill Gates, on trouve des gens comme Jeff Bezos, qui sont des hommes d'affaires, je dirais, exceptionnels. Et s'ils ont investi dans ce business qu'on appelle le business de la plateforme, c'est bien qu'ils comprennent que là, il y a une innovation de rupture. Si Grail réussit son pari, elle aura pris une position incontournable et très forte dans la médecine. Et Grail est affilié à une autre société qui est leader mondial de son domaine, qui est leader dans les outils qui permettent de séquencer votre ADN. Aujourd'hui, pour séquencer votre ADN, sa société est arrivée à le faire pour 100 $. C'est-à-dire pour moins de 1000 dirhams, vous êtes capable d'avoir votre ADN séquencé grâce, je dirais, aux travaux qu'a fait cette société-là. Il faut savoir qu'il y a quelques années, ce n'était pas 100 $, c'était 1 milliard de dollars si vous vouliez avoir votre ADN séquencé. Donc le coût qui a baissé de manière extraordinaire va permettre à chacun de pouvoir séquencer son ADN et de pouvoir avoir l'adéquation entre son ADN et un certain nombre de maladies possibles grâce à ce qu'on a cité précédemment. Donc c'est une mutation extrêmement profonde qui est en train de se produire et qui dépasse très largement ce qu'on avait imaginé il y a un an. Il y a un an, on n'en était pas là. Il y a un an, quand on discutait entre nous, on était en train d'imaginer si c'était possible de faire un diagnostic à distance. Et je me rappelle d'un certain nombre de médecins qui étaient sceptiques dans la salle et qui se disaient un diagnostic à distance, c'est quand même... en fait, on est en train d'aller beaucoup plus vite que ça et beaucoup plus loin que là. On est dans une courbe exponentielle de l'innovation qui est en train de bousculer les choses. Alors, ça amène un autre événement que j'ai choisi de retenir sur ce qui s'est passé cette année, c'est qu'on constate que de plus en plus de patients, grâce à Internet, eh bien, sont en train de prendre leur santé en main, deviennent parfois experts dans leur maladie, quand c'est une maladie compliquée qui les oblige à creuser, et que c'est aussi une donne qui change la relation entre le médecin et le patient, qui va changer l'évolution des choses. Elle va changer l'évolution des choses parce que c'est quelque chose qu'on a constaté dans d'autres secteurs d'activité, et on a vu que la révolution digitale, elle a permis de transformer le citoyen lambda en acteur, et non pas simplement en quelqu'un qui est passif. Autre événement représentatif de cette évolution-là que j'ai choisi de garder pour illustrer un peu ce changement, c'est une société qui s'appelle Oscar Health, une jeune société. Vous voyez, les fondateurs sont encore tout jeunes. Cette société vient cette année de lever 400 millions de dollars. Donc là aussi, quand une société lève 400 millions de dollars, c'est-à-dire à peu près 4 milliards de dirhams, c'est qu'elle a quelque chose de spécial, elle a quelque chose de particulier. Et en fait, ces petits gars-là, ce ne sont pas des assureurs, ce ne sont pas des médecins non plus. Ils se mettent simplement dans la peau du patient, dans la peau de l'utilisateur, et ils se disent, si je prends une assurance santé, qu'est-ce que j'aimerais comme service? Et ils imaginent toute une palette de services. Ils sont en train de transformer une vision holistique de la santé avec des services du type organisation du parcours de soins. Ils vous mettent en relation avec leur réseau de patients. Ils vous offrent des consultations gratuites. Ils vous offrent des check-ups gratuits. Ils participent à la prévention. Ils font un certain nombre de choses qui font que ces services-là, une fois que vous les avez, vous ne pouvez plus vous en passer. Et ça aussi, c'est une mutation très importante qui ne vient pas de la médecine, qui vient ailleurs de la médecine, qui vient de la révolution digitale, où on a constaté que la révolution digitale accélère la capacité à offrir des services. Et les gens qui ont été habitués à recevoir des services, en fait, quand ils sont dans la santé, maintenant, ils veulent aussi des services. Ils transposent ce qu'ils ont sur Amazon ou sur ailleurs à la santé. Et quand ils trouvent des sociétés qui leur proposent ce type de service, eh bien, ça accélère de manière considérable. La croissance de Oscar Health est impressionnante. Et cette société-là, il y a déjà 2 ans, elle était valorisée 1,5 milliard, alors qu'elle était créée en 2013, c'est-à-dire qu'elle a 4 ans. Donc on voit bien là aussi le niveau des mutations qui sont en train de se produire. Alors, pour illustrer aussi, je dirais, les changements produits, j'ai choisi ce dernier slide sur cette partie-là entre Google et Sanofi, entre l'ancien monde et le nouveau monde, l'ancien monde des laboratoires pharmaceutiques et le nouveau monde de ces acteurs de la santé. Et l'ancien monde et le nouveau monde se sont associés.
Et s'ils se sont associés, notamment autour du diabète, et de la capacité à offrir des solutions qui permettent de mesurer en temps réel le taux de glucose et puis de déclencher un certain nombre de traitements, c'est parce qu'ils se sont rendus compte tous les deux que finalement la santé est un domaine tellement complexe, tellement riche, que le meilleur moyen d'offrir des services aux patients, c'est de travailler en écosystème, d'associer les forces des uns et des autres pour être capable de proposer des choses aux patients. Alors, je dirais, ces événements qui se sont produits cette année, plus nos expériences personnelles, nous ont amenés à développer un certain nombre de convictions sur lesquelles on a choisi de bâtir nos expériences entrepreneuriales. La première conviction, on en parlait il y a un an, mais on est encore plus conforté aujourd'hui du fait de nos expériences et du fait de ce qu'on observe par ailleurs, c'est une révolution des diagnostics et une médecine qui, entre guillemets, va être de plus en plus holistique, qu'elle va prendre une vision globale du patient de plus en plus. C'est le premier élément je dirais, de ces changements profonds sur lesquels on base nos expériences entrepreneuriales. La deuxième chose à laquelle on croit beaucoup, c'est l'individualisation. C'est que vous et moi, nous sommes tous particuliers, tous différents, et au-delà, je dirais, de l'expertise médicale, on a des souhaits différents, on a des contextes différents, on a des enfants différents, et on a envie de pouvoir décider de notre santé en fonction de nos aspirations personnelles. Et donc, on va d'un traitement de masse dont on a hérité de la révolution industrielle, d'un traitement très individualisé qui est possible par les évolutions, qui est une des caractéristiques, là aussi, de la révolution digitale. Et puis, troisième facteur, je dirais, qui nous tient beaucoup à cœur, c'est le fait, notamment pour répondre aux besoins des maladies de civilisation, du diabète, du cancer, de certaines maladies dont on va parler tout à l'heure dans les conférences qui suivent, c'est mettre l'accent sur la prévention. D'une part, parce que la prévention coûte beaucoup moins cher que le curatif, d'autre part, parce que la médecine avait tellement mis l'accent sur le curatif qu'il y a besoin d'un rééquilibrage sur la prévention. Et puis, troisième élément, j'ai envie de dire, quand on est pauvre, ce qui peut arriver dans nos pays en Afrique ou dans certains de nos pays, on n'a pas le droit de tomber malade parce que ça coûte cher. Et la meilleure façon de ne pas tomber malade, c'est la prévention pour pouvoir rester en bonne santé.